the sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Lyon, nous allons rencontrer Véronique Traverso. Elle est chercheuse, elle est linguiste plus particulièrement. Elle travaille à l'École normale supérieure de Lyon et on va découvrir un peu son travail, l'analyse des interactions. Donc on va voir si on interagit bien avec Véronique. Allez, on y va. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on est là justement pour s'entretenir un peu sur ce que tu fais et ma première question, elle sera toute simple, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie de tous les jours? Alors, je suis chercheur donc en linguistique, je suis linguiste. Je travaille dans un laboratoire où on fait un type de linguistique un petit peu particulière par rapport aux idées que les gens peuvent avoir de la linguistique, enfin s'ils ont des idées d'ailleurs, mais souvent on peut penser que la linguistique c'est quelque chose qui va regarder la structure des langues, quelque chose d'assez abstrait quelque part. Donc nous on fait une linguistique un peu différente qui est une linguistique de terrain, qui est une linguistique qui est vraiment orientée de façon très très claire vers l'usage que les gens ont des langues et des autres moyens qu'on peut utiliser pour communiquer avec l'autre. Par exemple, les gestes, par exemple, les mimiques, les haussements de tête, voilà, et toutes ces choses-là. Et alors, est-ce que tu as toujours voulu être chercheuse en linguistique? C'était quoi un peu les héros ou les héroïnes de ton enfance? C'était des chercheurs? Ah, bon, non, c'était pas vraiment des chercheurs dans mon enfance, mais bon... C'était plus dans les livres pour enfants. J'aimais bien, par exemple, le Club des 5. Alors, dans le Club des 5, c'était une bande d'enfants, de 5 enfants, qui vivaient, d'ailleurs, je ne sais plus pourquoi, de façon très autonome, sans parents sur le dos, sans personne qui vraiment les coachait, quoi. Et ils étaient toujours confrontés à des problèmes. Et ils essayaient de résoudre ces problèmes. Genre, des fois, il y avait un vol, des fois, ils faisaient des enquêtes, en fait. Donc, il y avait notamment une jeune fille, une enfant, en fait, qui était dans ce Club des 5, qui menait un peu la bande et qui était très dégourdie et qui conduisait les enquêtes, qui entraînait les autres, qui des fois étaient un peu réticents, etc. Donc, il y avait un peu, recherche, on pourrait dire ce recherche, un peu aventure et un peu recherche. Quel est ton chercheur ou ta chercheuse préférée? En fait, c'est compliqué. C'est une question qui est assez compliquée en réalité parce que moi, j'ai pensé à des personnes qui m'ont marqué dans mes lectures, en fait, vraiment dans ma formation, dans mes lectures. Mais après, il y aurait tous les gens avec qui on a travaillé dans sa vie qui peuvent aussi avoir eu une grande influence. Mais là, j'ai plutôt pensé à des gens que j'ai lus. Et la première personne qui m'est venue à l'idée, c'est Erving Goffman. C'est un sociologue qui a travaillé, disons, dans les années 50, 60, 70. Qui a travaillé, qui a fait de la microsociologie. Donc c'est un chercheur enfin le premier en tout cas, qui de façon très très claire, et il a fait un certain nombre de publications là-dessus, s'est penché sur les micro-rituels, les micro-fonctionnements de la vie quotidienne, comment les gens s'organisent entre eux pour faire leurs activités les plus anodines, etc. Et les autres chercheurs auxquels j'ai pensé, qui sont vraiment dans la même lignée, c'est donc des gens qui ont été les élèves de Goffman, c'est des gens qui ont élaboré évidemment, ils ont évolué par rapport à ce que proposait Goffman, mais ils se sont mis à travailler cette fois sur le détail à partir de films. Donc c'est des gens qui sont restés comme ça dans l'analyse des procédures utilisées par les gens pour s'entendre, pour communiquer, etc. Mais ils se sont basés sur des films. Donc ils vont dans les situations les plus diverses, des gens au travail, des gens je ne sais pas, des archéologues, des médecins, des centres de contrôle dans des aéroports. Enfin, ça peut être des choses vraiment extrêmement variées. Et ils filment. Et donc, ces chercheurs, enfin, je pense notamment à Charles et Marjorie Goodwin, c'est des anthropologues qui ont vraiment découvert ce travail avec la vidéo, qui l'ont fait connaître et qui font des choses extraordinaires parce qu'on arrive justement à voir comment des choses extrêmement petites
au niveau de l'articulation entre un mot, un geste, etc. Comment tout ça, ça va jouer dans l'interaction. Oui, qu'on ne rencontre pas tous les jours, pas tous les jours. Dans le milieu de la recherche notamment. Et justement, dans ce métier si particulier qu'est la recherche, qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que chercheuse? Ouais. En fait, en réfléchissant, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect, il y a deux facettes en fait qui sont très importantes. Il y a une première facette, c'est, je dirais l'échange. C'est le fait que c'est un travail souvent collectif, c'est des équipes et que ça c'est très important parce que ça donne une dynamique. Ça donne aussi des choses qui peuvent être joyeuses, etc. Bon, ça peut donner des tensions, mais en tout cas, ça crée de la dynamique. Donc le travail collectif, c'est un aspect qui est très important de la recherche, dans la façon dont on le fait, enfin dans des laboratoires comme le nôtre. Et puis, de l'autre côté, il y a la concentration. Il y a le fait que pour arriver à travailler, à produire ou même à voir, simplement à faire les analyses qu'on doit faire, il faut une certaine concentration. Et ça, c'est quelque chose qui est très solitaire. C'est un travail qui est plus solitaire, qui va être le travail qu'on va faire quand on analyse nos données ou quand on lit. C'est un travail qui part de la concentration et qui peut aller vers la réflexion, le fait de penser, de la méditation quand on lit un texte, un article de quelqu'un. C'est quelque chose qui peut nous amener à élaborer des idées, etc. Et ça, c'est contraire, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut de toute façon les deux temps. Des temps de concentration et des temps d'échange de collectif qui sont importants. C'est important d'avoir les deux. C'est ça. On t'a demandé d'amener un objet qui illustre un peu ta recherche, justement. Quel objet tu as choisi? Et j'ai choisi un casque. J'ai choisi un casque d'écoute. Voilà. Justement, l'écoute. Voilà, pour pouvoir... parce que c'est un objet qu'on utilise énormément dans notre travail. C'est donc la position, au moment de l'analyse, disons, la position la plus habituelle du chercheur, ça va être d'être comme ça avec son casque et son ordinateur où il regarde sa vidéo et il écoute. Donc concentré. Très concentré. Donc là, ça illustre cette histoire de concentration. Et donc, il y a le visuel. On scrute ce qu'on voit sur les vidéos en repassant les choses en boucle, etc. Et au niveau sonore, c'est pareil. Et au niveau sonore, en fait, grâce au casque, alors on est concentré, on est un peu coupé de ce qui nous entoure, on est bien concentré sur les choses qu'on est en train d'examiner, et on arrive peu à peu à entrer dans un degré de détail très très fin au niveau justement des productions vocales. Donc, c'est pas seulement les sons qui forment le langage, mais ça peut être des phénomènes vraiment vocaux, du type allongement d'un son. Par exemple, je prononce un son très allongé, des choses comme ça. Fin de phrase, ou des montées, des descentes intonatives, des voix qui un peu craquées, qui font un peu grésillantes. Donc, ce type de phénomène. Et la dernière question, vu que la thématique de cette année pour la Nuit européenne des chercheurs, c'est impossible. Est-ce qu'il est impossible de communiquer sans malentendu? Alors, ça aussi, c'est une grande question où les gens débattent d'ailleurs pas mal sur cette question-là, à tel point que certains disent il y a les optimistes de la communication et les pessimistes de la communication. Nous, en fait, ce qu'on voit dans l'approche qu'on développe, c'est que les gens travaillent pour se comprendre. C'est-à-dire, au niveau de l'interaction, on se rend compte que les gens s'efforcent le plus souvent d'être intelligibles par l'interlocuteur. Donc il y a une sorte de travail qui est fait pour essayer de me faire comprendre, et toi qui m'écoutes, pour essayer de me comprendre. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve tout le temps, enfin la plupart du temps. Et ce travail passe justement par tous ces détails, toutes ces petites ressources qui peuvent être vocales, qui peuvent être gestuelles, qui peuvent être les choix de mots, changer un mot, j'avais pris un mot, puis après il ne me plaît pas, alors je le remplace par un autre mot, etc. Donc il y a tout un travail. Mais malgré ça, en fait, c'est clair que la vision classique que les gens ont généralement de la communication, c'est-à-dire j'ai une idée en tête, je la mets en mots, je l'envoie, l'autre la reçoit, il la décrypte, et ce qu'il a dans la tête après ce processus, c'est l'équivalent de ce que j'avais dans la tête au début. Oui, voilà. C'est ça, s'il n'y a pas eu de parasite et tout, ça c'est un peu l'idée Shannon et Weaver et tout ça.
C'est pas comme ça que ça marche pas comme fonctionne. ça. Non, Ouais. parce que tout est toujours en train d'être construit. Donc nous, notre vision, c'est qu'effectivement, il y a toujours une marge de flou et que les gens, ils sont toujours dans un ajustement perpétuel. C'est ça, en fait. C'est d'arriver à une forme de compréhension suffisante pour poursuivre. Et après, à un certain moment, il arrive qu'il y ait effectivement un malentendu, que je me rends compte que j'ai expliqué un truc et que l'autre a enchaîné, on a enchaîné, puis qu'en fait, il n'a rien compris. Des fois, ça arrive, on se rend compte que depuis un moment, on ne parle pas de la même chose. Et là, les gens vont se mettre à nouveau à travailler, c'est-à-dire à Ouais, essayer de c'est clarifier et tout ça. D'accord. Donc pour nous, le malentendu, Ouais. il est toujours là quelque part. Hein. C'est toujours un risque et c'est toujours quelque chose qui va être au travail. Le fait de bien comprendre ou de mal comprendre, c'est toujours en train d'évoluer, de se construire. Et ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse attention dans mes prochaines interviews, de limiter ma dose peut-être de malentendu et d'essayer de me dire que bon, de toute façon, il y a toujours un peu de malentendu, d'être réaliste, Ouais, c'est ça, et de me dire ça. je dirais ça un petit peu. Merci beaucoup Véronique. Merci. Les amis, c'est fini notre entretien avec Véronique. Nous nous retrouvons très prochainement avec un autre chercheur ou une autre chercheuse. Pour le moment, je vous conseille de vous abonner sur notre chaîne, c'est juste ici. Et puis aussi d'aller voir le site internet de la Nuit européenne des chercheurs pour en savoir un peu plus sur cet événement et pour retrouver tous nos chercheurs et nos chercheuses. Allez, ciao! Now I'm standing in our ashes.